Christelle, ça va quoi? Chaco, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, dans le bon. On n'entend que toi partout sur les ondes, télé, tout. On vit dans ton monde. Ouais, Nous, on est juste exactement. dedans, tu vois. Ok. Bienvenue dans mon monde en tout cas. T'es prêt pour l'interview? Ouais, je suis prêt, on y va. Vas-y. Let's go. Alors, on m'a dit que tu t'étais enfermé Mhm. en studio avec des beatmakers pour enregistrer X. Mhm. Qu'est-ce qui a inspiré le titre du projet? Ce qui m'a inspiré, c'est mon côté dark déjà. C'est mon côté incognito. Ça, je l'appelle X, c'est en mode inconnu et tout. Mhm. Et c'est mon côté aujourd'hui numéro 10, c'est responsable, Mhm. c'est assumer tout ce train de vie-là. C'est un projet, comme tu dis, qui est plus sombre, Ouais. où il y a un côté plus trap aussi. Ouais. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a fait opérer ce changement. Ce changement, c'est pas trop. Ouais, on va dire c'est un changement parce qu'il y en a, ils m'ont pas connu comme ça. Mais il y a ceux qui me connaissent depuis le début, ils savent que j'ai commencé un peu aussi comme ça, via les groupes et tout. Mais en vrai de vrai, c'est plus en mode, j'étais plus dans cet état d'esprit. En fait, ma musique là, je voulais la faire ressortir en mode. En fait, même dans mes paroles et tout, ça correspondait plus que que je parte en trap que je partais en mode sur de la drill ou de l'afro, des couleurs que je faisais comme si je savais, Gasolina et tout. Là, je voulais plus représenter. Même mon message, je voulais plus passer avec la trappe, correspondait plus en tout cas avec ce que je voulais faire là, aujourd'hui, avec ce projet-là. Là. Est-ce que tu as l'impression que c'est un côté de toi qui est un peu plus adulte que Ouais. à l'époque de Gasolina et tout? Ouais, parce qu'en vrai de vrai, je suis plus en mode, je raconte plus qu'un son comme Gasolina, ça la différence en vrai. Je me livre plus par exemple dans un son comme Bâtiment, tu sais, je raconte vraiment le statut que j'ai, ou au Gasolina, je raconte plus les problèmes de la rue, mais avec de la joie, tu vois, là c'est vraiment, tu sais, je suis triste, tu sais, on ressent ce côté triste, ce côté dark en moi, et c'est plus en mode, on va dire là, ça va plus parler à des adultes qu'à mon public jeune. Mais je peux faire passer ce message-là aussi à ces jeunes. C'est, Mais j'ai il y a plusieurs moins couleurs, il y a moins de guitare aussi. ouais, il y a moins de. En fait, même s'il y a de la guitare, mais en fait, la guitare, je la mets à la fin. Ouais, c'est vrai que les sonorités, elles changent. Bah après, c'est parce que c'est dans mon message aussi, c'est dans mon état d'esprit. Si je mets de la guitare, je vais retourner sur de la chaleur et j'ai pas envie de faire passer ce message. Et ça Bien sûr. correspondait pas à X en vrai. Dans X, justement, Ouais. le titre intro, Ouais, on entend, on entend un sample de Jacques Chirac. ouais, Et dans Bâtiment, on entend un sample de Code 46. ouais. C'est la voix de Stavo. Fédéraire. Fédéraire, Ouais, c'est ouais, la voix de Stavo, ouais. ça. C'est dans son genre. Fédéraire, c'est pas dans le code 46, mais dans Mais il le Fédéraire. dit aussi, Ouais, il le dit aussi mais dans Code on avait 46. essayé de le prendre là-bas, mais ça passait pas trop. Mais en vrai de vrai, eux, dans cette énergie-là, je me retrouve en eux, tu vois. Ce côté dark un peu, quand il y a Jacques Chirac et tous ces trucs, j'ai grandi avec ça. Mais bien C'est à sûr. partir de mon adolescence et tout. Même traîner à plusieurs, ça m'a fait passer à des moments aussi nostalgiques. Tu sais, c'est des C'est ce que nostalgies j'allais dire, qui justement. revenaient, ouais. Justement, pour pas mal de personnes, la période 2014 Ouais. à 2019, Ouais. dans la trappe française, c'est un âge d'or. Ouais, Et du coup, je trouve que dans le projet, ouais. tu rends hommage Ouais, c'est un ouais, peu on à va dire ça. ça. Ouais, c'est parce que quand c'est arrivé aussi, c'était pas accueilli comme si. C'est là, on dit, ouais, c'était une dinguerie et tout. On vivait le moment et tout, mais aussi les gens qui aimaient qui kiffaient par la trappe et tout, ils aimaient pas au début, tu vois. Mais en vrai de vrai, ce message-là, je le fais parce que, vas-y, j'ai toujours voulu faire ça en fait. J'ai pas eu le moment de le faire. Ou je l'ai fait de temps en temps, par exemple, peut-être sur des featuring ou sur un son comme dans l'album Mélo, je l'ai fait sur Parapluie, on va dire. Ou même dans l'intro, dans l'état d'esprit, dans Mélo, j'ai commencé avec un son de drill. Dans l'état d'esprit, j'avais ça, mais là, je voulais vraiment le retransmettre sur le côté X où j'avais besoin de faire ça et faire passer ce message-là. Parce que vas-y, c'est un truc que je me suis dit, je vais faire dans ma vie. Mais ça fait partie de ton ADN musical. Ouais, c'est ça fait partie de mon ADN. Où ouais, j'ai commencé avec ça. En vrai de vrai, c'est ça qui m'a vraiment aussi influencé à faire de la zik-mu, parce que c'est la période de. Il y avait plein de groupes en fait. Oui, c'est vrai. Même quand nous on commence, à côté il y avait les XV Squadra, Barbare. XV Barbare, PSO Thug. Il y avait une influence. Et c'était un hommage en mode, ouais, aujourd'hui je le fais, mais avec ma culture à moi. Bien sûr. Je le fais avec ma musique à moi. Et je le fais pas en mode. Je veux le faire sonner comme avant. Je le fais avec ma musique d'aujourd'hui. Tu sais, quand tu fais des trucs en mode, je vais faire le même truc qu'avant et tout, ça passe pas. Non. Tu sais, tu as l'état d'esprit d'avant, mais tu fais avec la musique d'aujourd'hui. On a l'impression que ouais, tu as essayé de rendre hommage à des influences que tu avais plus jeunes, Ouais. mais à les réactualiser avec Ouais, c'est ton ça. regard de jeune adulte. J'ai fait ça parce que, ouais, comme tu as dit, ils m'ont influencé et tout, mais après, je l'ai fait avec ma musique, avec mon flow, où je savais que eux aussi, ces gens-là, quand je les écoutais,
sais, il y avait leur voix. Je pouvais pas avoir leur voix et tout. Je me suis dit, vas-y, si je peux ramener ça avec mon côté un peu trap R&B et je ramène ça avec eux, je prends leur ambiance. Tu sais, c'est mieux que venir avec essayer de faire leur voix ou faire leur truc à eux. Non, c'est juste, je fais avec ma couleur à moi. C'est ça qui, je pense, qui a ajouté une plus-value même dans le son. Bien sûr. Dans le titre, avec La Fève, Ouais. on entend des trompettes un peu trap, un peu à la Young Jeezy. Ouais. Ouais, ça, Très trap à l'ancienne, tu vois. Mais avec du coup un côté un peu épique. Je pense que la personne qui l'a fait le plus récemment, c'est Drake avec Lil Durk. Exactement, Ouais. Laugh Now, Cry Later. Ouais. Et je me demandais, toi, quel était ton rapport avec les États-Unis, parce que je vois qu'à chaque fois qu'on t'interroge, on parle beaucoup du Congo, mais le rap, c'est américain. Ouais. Donc, j'aimerais aussi savoir où est-ce que tu te situes par rapport à ces influences-là. Tu sais, moi, j'ai commencé à écouter le Kenry déjà via la MIFA et tout. Tu sais. C'est pas moi, j'étais à la recherche d'écouter déjà des Kenry et tout. C'est-à-dire, on m'a formaté à écouter ça. Bien Et sûr. après, moi, j'ai mes kiffs où j'ai écouté. C'est pas. Tu sais, c'est même dans ma musique, tu sais, des fois, on dit, ouais, je sais pas si c'est du rap ou quoi. Ou c'est du chant, ou je sais pas quoi. C'est parce qu'en vrai de vrai, j'ai commencé à écouter qui? Bon, j'écoutais à la fin un peu Nate Dogg. Tu sais, j'écoutais Nate Dogg. Après, j'ai suivi avec Akon, T-Pain. Tous ces gens-là qui faisaient. Tu sais, poser sur du rap, mais c'était chantonné, tout ça, qui rajoutaient cette plus-value-là où je me sentais concerné en eux. Parce que j'avais commencé avec les musiques 15, c'est-à-dire qu'il y avait des mélodies comme moi, j'étais en mode ah ouais, dinguerie. J'ai écouté direct ça. Et après, ça m'a retransmis à Future, Young Thug. En fait, tous ceux qui ont ce côté un peu mélodieux, tout ça, c'est là où j'ai eu ces références. Et après, derrière les instruments, des Beethoven, des Metro ou London on the Track, lui, il va vraiment matrixer quand il arrive avec Young Thug, où il y avait des instruments, le piano, tous des rappels gospel. C'est là où j'ai kiffé vraiment cette culture-là. Et donc en fait, c'est pour ça même en France, on n'arrive pas à me classer. Via ça, après, c'est pas en mode je fais le même style qu'eux, mais en vrai de vrai, on n'arrive pas à me classer parce qu'on ne sait pas si c'est du rap ou si ça reste trash, en vrai de vrai. Mais c'est juste dans l'état d'esprit et tout, je fais cette musique-là, frère. Je suis dans ça, frère. Mais justement, c'est intéressant que tu dises ça. Par exemple, dans Bâtiment, Ouais. tu dis éloigné du bâtiment, mais je peux remettre les gants. Ouais. C'est une question que je voulais te poser parce que j'ai l'impression que parce que tu es chanteur, mais avec des paroles qui sont celles d'un rappeur, en fait, mais avec une voix douce. Ouais, voilà. c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que les gens, ils ont une vision de ta masculinité qui est moins, justement, agressive qu'un rappeur normal? Ouais, ils peuvent dire, vas-y, lui, il chante pour les meufs, c'est un chanteur, c'est pas... Tu sais, il n'a pas l'état d'esprit de rappeur, c'est juste qu'il vient dans le quartier où il... Tu sais, c'est des... Après, ça arrive, le quartier, tu as l'habitude que c'est la grosse voix, c'est ce truc-là. Et moi, j'essaie de me démarquer avec ça rajoute une plus-value, mais j'ai pas cette honte-là de dire... moi, carrément, c'est ça qui m'a démarqué de mon groupe, ou quand j'arrive en solo, c'est ça qui me fait que je rajoute cette plus-value, même quand je fais des featuring. Tu sais, les rappeurs, ils kiffent quand je rajoute cette énergie-là. Aujourd'hui, c'est, comme je t'ai dit, à mes références et tout. Et ça, c'est un truc depuis longtemps en France, en vrai. Oui, bien sûr. Tu sais, par exemple, je vais te donner des rêves comme Jim Sissoko, ou Blacko, ou Berry. Ils faisaient des refrains avec des rappeurs où il y avait ça, il y avait cette énergie-là. Ça date depuis longtemps. C'est juste moi, j'ai ramené mon identité à moi, ma couleur, et j'ai fait un album où aujourd'hui aussi, c'est ça qui marche. De faire des... Ça en a abusé aussi, mais de faire des refrains chantonnés, rapper et tout. Mais dans l'état d'esprit, dans tes paroles, frère, si tu restes cru, ça reste une énergie rap, ça reste une énergie rap. Après, frère, c'est à la Snap de faire des classements. C'est de la mélodie musique, c'est de la pop et tout. Après, moi, je suis très versatile, je peux faire de la pop, comme je peux faire des fausses variantes R&B ou comme je peux faire des fausses variantes rap, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que... J'ai pas cette honte-là d'être en mode... Ok. De pas assumer. T'as pas l'impression qu'on te renvoie une image de toi, comme quoi, genre, parce que t'as du succès maintenant et qu'en plus tu chantes, tu rappes pas, t'as pas cette image de gangster à 100%? Non. Moi, c'est en mode, je prends mon ballon, je fais ma musique. Si demain j'ai envie de faire de la trappe avec la fève, je fais de la trappe avec la fève. Si demain j'ai envie de faire du R&B comme ça, je vais faire, j'ai pas de limite en mode, je vais me bloquer ou je vais avoir un complexe de. Ah, vas-y, dis, je rappe pas, vas-y, je vais aller rapper. Non, c'est en mode, je connais mes qualités, je connais ma musique, je sais à quel moment j'ai envie de faire ça. Et à la fin, je regarde ma discographie. C'est pas le public qui va gérer ma discographie, c'est à moi de ramener ce truc-là en mode d'impliquer mes choses et tout. Leur ramener que, ouais, je fais ça et kiffer. Tu vois. Mais c'est bien que tu t'écoutes à 100%. C'est intéressant ce que tu as dit sur la Snap tout à l'heure par rapport au rap mélodique. Aux États-Unis, dans les Grammy, il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle Melodic Rap. Je savais même pas. C'est pour ça que je suis là. Non, parce qu'en vrai de vrai, vu qu'il y a plein de débats sur ça, oui. Tu sais, les gens ne savent pas où me classer ou quoi.
En fait, j'ai même pas, moi-même, je me mets même pas une case où je me dis je suis un rappeur ou je suis un chanteur. Tu sais, parce que je respecte les rappeurs, tu sais, les gens qui rappent et qui défendent les bails et tout, je respecte ça. Les gens qui chantent, les publics R&B, c'est très bien, c'est les plus durs. Dans la musique, pour moi, c'est les plus durs, tu sais. Et dire, je viens et je dis, je fais vraiment du R&B. Frère, tu sais, il y a des Nov, il y a des Taiki qui font du R&B, tu vois. C'est-à-dire, en vrai de vrai, je me classe même pas dans ça. C'est vraiment en mode, dites à la Snap, il faut un classement, ils disent, vas-y, fais de la mélodie musique. Donc toi, t'aimerais qu'on prenne plus en compte que le rap, il a évolué, il a changé, il a muté, et qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de place pour la mélodie qu'il devrait y avoir une propre catégorie, en fait. Ouais, en vrai de vrai, c'est mieux, parce qu'en vrai de vrai, parce que, tu sais, ça peut paraître bizarre qu'en mode, on dit, ouais, lui, c'est l'album rap de l'année, mais il n'y a pas que du rap dans mon album. Ouais, par exemple, il y a La Clé, il y a plein de sons, il y a Eripis. Ouais, merci, respect. Mais tu sais, il y a plein de couleurs et en fait, je capte ces personnes qui disent ça, mais aussi il y a des côtés trash où ça reste rap. Tu vois. Ouais, je comprends. Je pense que c'est intéressant, justement, dans le titre Human Weakness. Ouais. Ça, j'ai fait la traduction directe là, parce que je suis en mode cours d'anglais en ce moment. Dans le titre Human Weakness, c'est un titre qui est justement très R&B, pas du tout... Voilà, c'est vraiment assumé. Voilà, c'est vraiment assumé, parce que souvent, je trouve le paysage français, on a des artistes comme Taïk, on a des artistes comme Aya Nakamura, qui sont des artistes avec une voix R&B, mais qui se greffe toujours à un autre genre. C'est-à-dire, ça va être R&B plus zouk, R&B plus afro, R&B plus... Et là, on a l'impression que Human Weakness, c'est strictement R&B. Ouais, je voulais assumer ce côté-là, ouais. Et du coup, il y a un message, téléphonique. C'est une chanson de rupture. On peut dire ça comme ça, ouais. C'est une situation. Ça reste dark, ça reste X aussi, tu vois. Je ne sais pas si je parle de moi, je ne sais pas si je parle de quelqu'un d'autre, je ne sais pas si je parle de mon pote ou quoi. Mais en gros, ouais, je voulais assumer ce côté-là, en vrai. C'est vraiment assumer ce côté-là. Dire que, ouais, j'aime le R&B. J'ai pas de honte de passer de la trappe à du R&B. C'est un truc avec quoi j'ai grandi. Et voilà, c'est assumé. Génération Drake. Hein encore plus loin. Ça m'a fait penser à Marvin's Room de Drake, où il y a le message de début téléphonique et tout, mais je trouve ça encore plus... je trouve ça encore plus R&B finalement que Marvin's Room, dans les arrangements. Lui, il gardait toujours son côté esprit gang, tu connais lui. Là, c'était plus un côté, on va dire, Brett Fayaz. Tu sais, c'est vraiment assumé, c'était un peu ma ref aussi. Tu sais, c'était vraiment assumer que je fasse du R&B, j'aime le R&B et je raconte. C'est drôle parce que Brent Faiyaz, il voulait pas être chanteur de R&B de base. Je sais pas si tu sais que Brent Faiyaz, il voulait être rappeur. Il voulait être rappeur, mais il n'arrivait pas à avoir une voix de rappeur comme il aimait. Du coup, il a commencé à chanter. Mais c'est la même histoire que moi. Tu sais, quand tu commences avec tes gars, parce que je sais qu'il était en groupe, lui. Exactement, oui. Tu sais, t'es en mode, ouais, tu veux rapper, parce qu'en vrai de vrai, l'autre, tu sais, t'as les grands du quartier, ils disent, ouais, c'est lui le meilleur rappeur. C'est-à-dire, toi aussi, tu veux être le meilleur rappeur. Bien sûr. Mais tu sais qu'à un moment donné, après, quand tu fais ton premier show, et tu as essayé de chantonner au studio, mais tu fais ton premier show et c'est toutes les meufs à connaître ton couplet et tout. C'est là, il y a un gros changement. Il y a un gros changement. En plus, on arrive aujourd'hui où vraiment c'est la mélodie qui prend le dessus, on va dire. Par exemple, quand tu es en groupe surtout, ben, quand je faisais mes bails, ben, en gros, c'est le public qui chantait de ça. Et c'est là que je me suis trouvé, je dis, vas-y, je vais assumer en vrai. Si j'ai pas ma voix dans le rap, en fait, je veux pas marquer mon empreinte dans le rap. Bien sûr. En mode être vraiment rappeur, assumer. En mode kicker. Ouais, c'est ça, tout le temps. Ça, tu sais, je veux me battre en fait. Tu sais, je veux me battre, même à un moment donné, je vais me battre avec les prods. Viens, je rajoute des. Si je peux faire 4 mesures où je rappe et après je rajoute la mélodie et tout. Et c'est là que je vais rajouter ma plus-value. Et je pense qu'on a tous ce côté-là, même. On a tous ce côté pudique où, par exemple, un RSCO aussi, il voulait pas trop chanter au début, tu vois. Quand je l'ai vu, tu sais, il voulait pas trop chanter parce qu'il vient du quartier, tu sais, quand tu viens du quartier, tu chantes, c'est pas mal vu. Mais tu veux être en mode, non, tu veux être en mode OG, tu sais, tu veux représenter en mode, ouais, c'est ça. Mais il y a des groupes très quartiers qui ont aussi intégré un rappeur, je pense à 13 Blocs. Ouais. Vu que Icaz, il a beaucoup travaillé avec eux. C'est ça, ouais. Et que je trouve que on sent l'empreinte de Icaz dans le projet. Ouais. Et justement, vu que c'est un groupe qui est assez emblématique, avec lequel il a beaucoup travaillé, lui, personnellement, il y a aussi Z qui fait ça. Ouais, il y a qui ramène aussi le côté mélo. Ouais, c'est ça. Ben, si on revient avant encore, si on revient à l'époque de X The Bar, il y avait Chebé, il y avait Z,
il y avait, moi j'ai essayé de ramener ce truc-là. Aujourd'hui, avant c'était les filles. Oui. Avant j'étais plus les Wallen et tout quand j'étais jeune. Aujourd'hui, tu peux appeler un gars, il fait un refrain normal. Bien sûr. Il te fait son refrain, il te chantonne au calme. Mais il arrive en survêt tranquille. Il vient je sais pas d'où, peut-être il sort de prison et tout, mais il assume. On dit souvent que la vingtaine, c'est censé être les années égoïstes. Ouais, quand même. C'est les années où tu dois penser à toi. Ouais. Et peut-être que ça viendra plus tard et que tu feras de l'espace pour ça plus tard, tu vois. C'est ça, moi je suis quelqu'un, je donne beaucoup, je donne beaucoup d'amour et tout. Et à un moment donné, je pense même pas à moi. Et là, c'est récemment, je me suis dit, tu sais, il y a des trucs qui m'est arrivé et tout, j'étais en mode, ah ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à moi en fait. Ça fait longtemps que je peux aller, quand j'ai fait le séminaire et tout, c'était une expérience de ouf. C'est là où j'ai vécu des moments de ouf. Tu sais, c'est un coup, peut-être je serais en couple, ou peut-être je serais une tournée et tout. Tu sais, j'aurais pas trouvé du temps pour moi. C'est parce que tu trouves toujours du temps pour quelqu'un. Tu sais, on t'appelle, tu as besoin d'un truc et tu donnes du temps en fait, mais tu n'as même pas du temps pour toi. À un moment donné, il faut que tu te cases et tu laisses ton téléphone et tu vas bosser et tout. Donc X, quelque part, c'était genre créer une sorte de capsule de temps pour toi. Ouais, c'est ça. Pour juste genre rentrer en contact avec tes émotions, voilà, c'est ça. Et partager du temps avec des gens qui te comprennent vraiment. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est pour ça, même les beatmakers et tout, comme moi je leur ai expliqué le projet, c'est comme ça on a commencé direct à... Et ils ont capté direct la vision. Ils savaient qu'ils complétaient avec moi pour le projet. Comme moi je leur ai expliqué tout, tu sais, ce côté un peu sombre et tout. Mais c'est là où j'ai pu m'exprimer, faire mes sons et tout. Même retrouver une nouvelle recette de moi-même. Bien sûr. Sinon, je ne l'aurais jamais trouvé, je pense. T'as pris le temps de, en fait. J'aurais jamais eu les Cardiac Chirac et tout en mode de référence. Si j'aurais pas trouvé du temps pour moi, en fait. Là, ça m'a fait du bien. J'ai vécu des bons moments, même le fait qu'on a fait le séminaire ICP, c'était vraiment lourd. C'était une expérience de ouf. Et chacun est ressorti grand de ces séminaires. Hein. Et Ika, ça fait 10 ans, il est là, il a appris de moi, comme j'ai appris de Liélé, comme j'ai appris de la Fève aussi, sa musicalité, on a plein de points en commun. Tu sais, on n'a rien à voir dans la musique en fait. Même le feat, en vrai, il a un peu... C'est pas il a rien à voir, mais en vrai de vrai, T500, le son 500 de son album, il aurait pu être dans le mien. Bien sûr. Et celui-là, il aurait pu être dans son album 24, en vrai. Mais justement, ta relation avec la Fève, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a mis en contact? Et qu'est-ce que tu as retrouvé chez lui On s'est vu à un festival. On s'est vu à un festival. Tu sais, lui, c'est un mec qui sourit de ouf. Moi, c'est un mec qui sourit de ouf. Et en fait, en vrai de vrai, j'étais en train de chanter. Il était venu voir quand je chantais et tout. Ça m'a fait plaisir de ouf. C'est-à-dire, on est parti au catering, on a parlé, on a pris connaissance. Et on s'est parlé via WhatsApp et tout. Il s'est arrivé au studio. Et là, on a vraiment abordé des sujets et tout. Et c'est là que j'ai vraiment vu qu'on avait des points communs. Déjà, au niveau des... Déjà, le premier point en commun, c'est que c'est un Congolais, je suis un Congolais. C'est-à-dire, la musicalité des parents, ça ment pas. Il y a des sons, il y a de la rumba qu'il connaît, que moi je connais, je suis en mode, ah ouais, on est connecté déjà sur ça. Après, quand on a les rêves Quinry, c'est les références où lui, il veut faire ça avec moi. Je suis en mode, ah ouais, toi, tu connais ça comme son? Lui, pareil. Et en vrai de vrai, il n'y a même pas de limite sur ça. Donc, autour de la musique, la personnalité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais que la Fève, il a enregistré son dernier projet à Atlanta. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, changeait un peu d'endroit, genre de géographie et tout? Est-ce que c'est quelque chose qui influence ta musique? Parce que je sais que tu es aussi allé enregistrer à Londres avec Dave. Et j'aurais aimé savoir comment tu as ressenti ça là-bas et en quoi c'était différent, en fait. C'est une autre manière de travailler par rapport à ici. Parce que, on va dire, eux... Je crois la pop même, ça a commencé un peu là-bas, je crois. Je sais pas. Les Beatles, quoi. Les Beatles et tout, C'est-à-dire, en vrai de vrai, les beatmakers avec qui ils travaillaient, Dave, déjà, j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai appris de Dave directement. Si le mec, il est déjà prêt, frère, il vient. Tu sais, il joue du piano, il joue de la guitare. Tu sais, même les deux sons qu'on a fait, tu sais, il a la prod. C'est-à-dire, en vrai de vrai, j'étais là, j'étais en train d'apprendre. En fait, j'ai juste posé mes voix, mais j'étais en train d'apprendre. Après, comme tu as dit, j'aime bien travailler ailleurs pour voir comment ça prend musicalement, tu sais. Et c'est pour la culture, on va dire. Je rigole. Mais non, en vrai de vrai, j'aime bien voyager et comment dire, ça me sort le meilleur de moi-même, en fait. Si je reste trop ici, tu sais, je veux pas avoir de nouvelles inspi et tout, ça me prend des nouvelles inspi, une nouvelle énergie. Par exemple, le projet avec Gazon, on l'a mixé là-bas, à Londres. Tu sais, même on l'a fini là-bas. Là, j'ai commencé en Allemagne avec les autres. C'est déjà, en vrai de vrai, j'apprends beaucoup. Après, en Allemagne, j'ai pas eu le temps d'apprendre avec les beatmakers et tout, mais voir des nouveaux horizons, tu sais, essayer de parler anglais, essayer de parler allemand. Après, les Allemands, c'était dur aussi. Mais ça me renouvelle, en fait. Même musicalement, même humainement. Tu sais, j'en ressors avec
J'en apprends beaucoup. Okay. Mais avec Dave, c'était vraiment, pour revenir avec Dave, franchement, lui, j'étais vraiment choqué. Puis c'est l'artiste même qui m'a plus choqué en vrai de vrai pour l'instant. Je dis la vérité, franchement. Parce qu'il était multi-instrumentiste. J'étais même avec des beatmakers français où même quand ils sont sortis, ils ont dit ah ouais, c'est un truc de ouf. Il jouait des instruments, il était hyper impliqué. Si, même Meridian, je vais t'expliquer comment on l'a fait. En vrai, de vrai, comment on l'a fait. Lui, il est venu à mon concert à Londres, parce que j'ai fait un concert à Londres. Tu sais, il a analysé tout le concert. Ça veut dire le lendemain, on va au studio. Quand on va au studio, il dit ouais, j'ai vu ton concert et tout, j'ai kiffé. C'était lourd et tout, mais parce qu'on avait fait le premier son spécial ici. On l'avait pas fini. Il savait qu'on devait le finir et tout. Mais il a dit viens, on fait un autre son, parce que j'ai capté en fait. Quand tu as fait Million Garçon, tout le monde s'est levé. Il m'a dit, ben, on va garder cet état d'esprit, mais avec une nouvelle énergie et tout. Ça veut dire quand il met la prod, lui il commence à faire la prod avec ses gars, tu sais, son gars il vient, il sort la guitare, lui il retouche la guitare derrière. J'étais en mode ah ouais. Lui il m'a analysé, il a fait le son. Tu sais, sa manière de travailler, il se dit ah ouais, c'est chaud. Il n'a pas du tout fait une sorte de son type. Non, il n'est pas venu, il a pris de son temps, il a analysé ce que je faisais, il a kiffé ce que je faisais. Et il est allé jusqu'au bout en fait. C'est le fait qu'il soit allé jusqu'au bout, j'étais en mode ah ouais, je respecte. Mais il est allé jusqu'au bout pour qu'il y ait ce résultat-là. C'est parce que même au mix, il n'était pas content de son mix. C'est-à-dire à un moment donné, il prend la tête à son mixeur. C'est non, j'ai pas l'énergie qu'il faut, rajoute un peu d'amapiano dedans et tout. J'étais en mode ah ouais, franchement, j'étais surpris. Je ramenais même des gars à moi et tout, on était là. C'était pour les ramener, pour leur dire que t'es là, ce qu'on fait. Moi-même, pour moi, dans ma conscience, c'est pas assez. Mélo, c'est pas assez en fait. Faut que j'aille chercher plus loin. On a le droit de demander plus et toujours plus. Et en fait, ta propre compétition, c'est toi-même. C'est ça. Et après, quand on a fini tout ça, en vrai, de vrai, le clip et tout, je suis ressorti grand, frère. Je suis ressorti encore plus grand. Je dis, ah ouais, le mec, il est pas là pour rien en fait. Est-ce que tu as envie de retravailler, toi, avec des artistes internationaux? Je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui l'ont fait sur des albums où ça n'a pas forcément trop marché. Je trouve que tu es une des rares collaborations rap, inter, pays, comme ça, qui a assez bien fonctionné au final. Ouais, parce qu'en vrai de vrai, je suis pas à la recherche de ouf sur ça. En mode, je vais pas dire faut que je fasse un feat inter pour toucher par exemple, il faut que je fasse un feat avec Morad pour toucher l'Espagne et tout. Tu sais, il faut que ça soit naturel. Pour moi, la musique, déjà, il n'y a pas de frontière en mode tu viens, tu fais des calculs. Si tu fais des calculs et tout, ça va pas être bon. Et en plus, je suis pas à la recherche directement de dire ouais, faut que je touche ce pays-là, ce pays-là, ce pays-là. Vraiment, fais la musique d'abord. Si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, tant pis. Bien sûr. Et après, il y a des artistes que moi, je kiffe en inter. Peut-être c'est un coup, c'est pas des superstars. Mais je sais qu'en musicalité, ça peut péter de ouf. Mais par exemple, je trouve que dans le titre 2009, il y a une influence d'artistes assez jeunes et nouveaux, comme Cash Cobain et Choli, Bébé Osama aussi, qui font un peu ce genre de... C'est une drill new-yorkaise, mais moins agressive et beaucoup plus percussive aussi. Les percus, elles sont un peu plus complexes. De ouf. On avait ça comme rêve, de ouf. Et il y a beaucoup plus de samples plus doux aussi que dans la drill new-yorkaise normale, qui a beaucoup été aussi... un peu prise un peu à tort à travers par les Anglais, par les Français et tout. On a beaucoup entendu. Smoke, il a éteint ça. Voilà. Gazo aussi. Gazo, il a donné ses lettres de noblesse aussi au genre. Donc toi, tu vas vers un autre type de drill en fait. Une drill qui est plus mélo justement. Quand j'ai écouté ça la première fois, je me suis retrouvé dans ça. C'est Skuna, il m'a fait écouter ça. Skuna Boy, il m'a fait écouter ça. J'étais en mode wesh, c'est qui lui? C'est qui lui? Avant qu'il soit dans l'album de Drake et tout, je suis en mode c'est qui lui? Le truc qui me correspond de ouf, ça me parle, le fait de faire comme tu as dit, ces percus-là, avec un délire enfantin, le sample de Géolidé, même moi, dans la référence que j'avais, j'ai dit, vas-y, si on fait ça, on sample ma voix, mais on reste dans le délire d'un peu sous le Jaboy, c'est pour ça que je l'appelais 2009 en vrai, ce délire-là, et c'est ça qui me parle, et en fait, ça me représente de ouf. Tu voulais garder un côté, du coup, nostalgique. Ouais, c'est ça, et en plus, en vrai de vrai, c'est des trucs où mes nièces, tout ça, mes nièces ou même les jeunes qui m'écoutent, ça peut faire comme si c'est une référence pour eux, tu vois. Par exemple, quand je fais Meda et tout, je sais que c'est un délire enfantin, frère, c'est assumé, c'est pas en mode je suis en mode non, j'ai pas envie de faire ça et tout, c'est assumé, c'est mes délires. Moi, quand j'ai grandi avec ça, il y a des sons nostalgiques, comme je t'ai dit, Lil Bowo, tout ça, c'est des gens, j'ai des souvenirs d'eux, laisse tomber.
Mais c'est des références. Tu es en dialogue constant avec ton enfant intérieur. Ouais, c'est assumé, je me cache même pas. C'est assumé, c'est en mode je sais qu'eux ils vont kiffer. Après, c'est un enchaînement, c'est des souvenirs d'ouf. Après, quand tu grandis avec, tu dis ah ouais, ce son-là c'était une dinguerie quand je l'ai fait. Et tout. Même quand les petits grandissent, en mode ouais, j'ai grandi avec ça et tout, c'était lourd et tout. Est-ce que tu as l'impression que X c'est un peu un projet, moi j'appelle ça un peu de la recherche-développement, au sens où tu t'éloignes. La recherche-développement, c'est une sorte de... c'est ce que font les chercheurs, c'est-à-dire, eux, ils continuent de rechercher sur un sujet particulier, que ce soit, je sais pas, trouver un remède pour quelque chose. Ils s'arrêtent jamais de rechercher. Ils se reposent pas sur leurs acquis. Et j'ai l'impression que toi, tu es aussi un peu comme ça. Ouais, je peux pas venir... Je reviens, je fais un Gasolina 2.0 ou un Sichavez 2. J'essaye de faire pareil ou c'est dans le même délire ou quoi. Je dis, allez, beatmaker, ouais, on reste sur cette recette-là. Tu sais, la musique, pour moi, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette en mode, tu viens. Tu sais, moi, je savais pas que si je savais, ça allait être un banger dans mon album. Je savais pas que Gasolina, elle allait péter comme ça, je te dis la vérité. Ou la clé, ou Mélo. Mélo, il n'y a même pas de. C'est à la fin, il y a des drums et tout. Tu sais, il n'y a pas de recette pour moi. J'entends. En même temps, tu dis ça. Ouais. Mais toujours dans 2009. Ouais. Et c'est pour ça que je parle que je te compare à un chercheur, etc. Tu dis, c'est pas de la zik, c'est de la science. Ouais. Et donc, du coup, je me posais la question, quand tu as dit ça, c'est un petit ad-lib, un petit moment où il y a un espace, c'est un petit message. Et j'ai trouvé que c'était assez... que ça disait aussi quelque chose de toi, dans un délire chercheur, mais aussi... quand tu dis qu'il n'y a pas de recette, pour moi, quand tu dis ça, quand tu dis c'est pas de la zik, c'est de la science, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que, est-ce que tu n'as pas l'impression que quand même tu commences à savoir comment faire un hit? Est-ce qu'il y a non, moi ça là, je suis jamais sûr. Tu sais, même quand je parle avec mon équipe et tout, c'est ça qui va marcher et tout. Je suis en mode, je suis jamais sûr. Je suis en mode, je fais juste le son qu'il faut. Juste moi, j'ai ma science, j'ai mon karaté, je sais mon karaté, je sais en mode où je peux rigoler dans mes sons, je sais où je peux être sombre. En fait, j'ai mon ressenti. Après, c'est le public qui décide. Tu sais, tu peux pas contrôler le public. Bien sûr. Tu sais, c'est un coup, c'est... Moi, je pense peut-être ça va être 2009 qui va prendre ce qu'il va prendre, mais c'est un coup, ça va être bâtiment. C'est un coup, ça va être X. C'est un coup, ça va être solo. Je sais même pas en vrai de vrai. En fait, quand tu dis c'est de la science, c'est ta science à toi. C'est ma science à moi, tu sais. Je suis un bousier de musique, j'écoute trop de musique, tu sais, carrément, j'en écoute trop. Tu sais, j'écoute trop, j'ai trop de rêves, j'ai trop d'idées. Ça veut dire en vrai, je vais au bout de mes idées, je kiffe. Et je suis en mode, quand j'ai fini, ça vous appartient. Et si vous décidez, moi, je peux même pas décider en vrai de vrai. Je fais juste la musique que moi, je kiffe. Mais t'as pas l'impression d'avoir genre des formules, des arrangements dont tu sais qu'ils vont marcher et tout? Non, c'est juste... je sais l'énergie que je vais mettre. Tu sais, par exemple, le meilleur exemple, c'est Meda. Tu sais, l'énergie, quand j'ai fait Meda, j'ai dit, ouais, peut-être celui-là, il va faire du bien en concert. Mais je savais pas aller jusqu'à là. En vrai de vrai, c'est un son où je me dis, vas-y, je le fais vraiment. C'est un risque parce que le mec, c'est un Hollandais. Tu sais, c'est une drill vraiment à part. C'est vraiment en mode chaleur. Et je me dis pas, ça va péter comme ça. Au final, à la fin, il est là, il fait 120 millions de streams. Il fait ses streams, il fait sa tournée, c'est le son le plus écouté de Spotify ou je sais pas quoi. Jamais je me suis dit, arrête tout ça en vrai de vrai. Si je me mets pas de frontières ou quoi, j'ai pas de recette. Si je me mets ça, je pense que je vais plus faire ce que j'aime. Bien sûr. Je vais plus faire ce que j'aime, je vais me perdre dans ma musique. C'est pour ça même je fais X, je suis en mode, comment dire, j'éduque ceux qui m'écoutent. Très bien. J'éduque ceux qui m'écoutent en mode, pensez pas que je vais tout le temps faire ça, ouais, mais c'était bien avant, c'était bien ainsi. Non, je vous demande juste de T'as envie qu'il t'accompagne et que tu découvres des choses nouvelles à chaque fois. Comme je t'ai dit au début, à la fin, c'est ma discographie que je regarde. Et je pense que ça, X, là, pour ma discographie, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Quand je sors de Mélo et Gangs, X, ça fait du bien, tu sais. Qu'est-ce qui t'a poussé à la création de ton propre label? C'est tout ce que j'ai fait dans toute ma carrière, en fait, c'est ça qui m'a poussé déjà. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas du jour au lendemain, je suis devenu CEO en mode genre de 2 gros projets. Et ouais, non, j'ai mon label, j'annonce mon label et tout. C'est en mode, c'est tous ces années de travail en vrai de vrai. Comme je te dis, ça, c'était un processus en fait pour moi. C'était comme si j'ai fait une formation, mais dans le bitume en fait, dans l'industrie directe. En vrai de vrai, c'est... Frère, depuis 8 ans, je suis... T'es un enfant star, en fait. Ouais, c'est ça. Depuis 8 ans, j'ai commencé la musique. Je n'étais pas signé. Après, j'étais signé un artiste. Et le fait que je sois signé un artiste, j'ai pris la patience d'attendre, d'observer, d'être éduqué. Parce que connaître le business et tout, c'est de l'éducation. Jusqu'à aujourd'hui,
il y a des trucs que je dois apprendre encore. Mais en fait, j'étais entouré de, tu sais, j'avais mon ancien producteur Dawala qui j'ai beaucoup appris de lui. J'ai beaucoup appris de lui aussi. Il avait des connaissances, il avait des patrons de dehors, hors musique et tout. Ouais, bien sûr. Même quand tu vas dans des restos, tu vois des patrons, tu commences à te contacter, c'est-à-dire tu commences à faire attention. Tu commences à prendre connaissance du business, tout ça. Moi, je sais pas que, c'est vrai, à la musique, je suis un bousier de musique, mais j'ai essayé de savoir où j'étais dans la musique. C'est quoi mes revenus, c'est quoi qui revient derrière. Qu'est-ce que c'est qu'un licensing, un publishing? Ouais, c'est ça. Ouais. Même si, tu sais, j'ai une image où je souris tout le temps, tout, hein, mais tu sais, je suis un petit espion. J'aime bien espionner, ouais, savoir c'est quoi ça. Tu sais, je posais une question, ou même des fois, je vais entendre des gens parler, mais je vais me souvenir. En fait, ah ouais, quand ça se passe comme ça. Et après, au fil du temps, tu rencontres des gens aussi. C'est-à-dire, petit à petit, tu commences à te faire une équipe. Tu sais, tu commences à te faire une équipe indirectement. Tu dis pas que tu vas bosser avec eux, mais tu t'entends bien. Tu commences à te connecter sur WhatsApp. Et lui aussi, la personne a te conseille. Tu sais, j'ai eu le temps de rencontrer des gens qui étaient en édition et tout. Tu sais, on bossait même pas ensemble. Hein. Tu sais, on n'était pas signés ensemble et tout, mais tu sais, au loin, on se conseillait et tout. Et à force d'apprendre, jusqu'à aujourd'hui, c'est là en 2024 en fait, où je me dis, vas-y, j'ouvre mon label. Mon frère, c'était depuis un moment, mais c'est là où je me dis, vas-y, j'ouvre mon label. Mais c'est tous ces années de travail, tu sais, parce qu'on peut croire que du jour au lendemain, Tchako, il vient l'annonce son label, c'est un CIO. Oui, mais je pense que les gens qui pensent ça, c'est forcément des gens qui connaissent pas trop ta carrière. Parce que quand je te fais un petit pic et que je te dis, en fait, t'as un enfant star, en fait, c'est un peu vrai aussi parce que t'as commencé très tôt. C'est vrai, mais il y en a qui me découvrent aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux penser que j'ai fait 2 albums et j'annonce que non, j'ai signé à 16 ans. C'est-à-dire des 16 ans jusqu'à mes 24 ans, c'est juste j'ai commencé tôt en fait. Et c'est là que je peux être propriétaire de mon label et représenter ce que je vais faire. Du coup, avec Mellow World, ton label, est-ce que tu te vois signer des artistes? Parce que je sais que y a pas mal de gens qui disent que les artistes en activité, c'est pas forcément les meilleures personnes pour accompagner des artistes qui sont en formation. Ouais, je suis d'accord avec ça. Parce que là, signer un artiste maintenant, où moi, j'ai pas fini ma carrière, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de lui faire respirer des choses, tu sais, je joue avec sa vie en vrai de vrai. Il serait là, il va m'attendre et tout. Moi, j'ai pas envie de jouer avec ça. C'est-à-dire, en vrai de vrai, pour l'instant, il vaut mieux que je m'occupe de moi-même et j'observe. Je regarde les erreurs et les compétences que moi j'ai. Tu sais, j'observe tout ça. Et après, là, je pourrais m'occuper d'un artiste. Qu'est-ce que ça implique pour toi de faire de la direction artistique? Ça implique plein de choses. En fait, c'est de la compréhension en fait, c'est un truc que moi, je veux capter. Je vais capter, en fait, j'arrive à rentrer dans l'univers d'un artiste et le pousser à fond. C'est vu qu'en fait, j'ai plein de références, plein de trucs. Je vais analyser l'artiste. Je vais analyser l'artiste et le pousser à être vraiment performant. Mais ça, c'est vraiment dans la durée. Il faut vraiment que aussi j'assume ma carrière, en fait. Il faut que j'assume ma carrière et vraiment ils se disent, ah ouais, lui, il connaît vraiment sa musique, il connaît vraiment sa recette, mais il peut s'occuper de moi. C'est du taf, en fait. J'ai tout à prouver. Plus tu auras une carrière et plus tu auras une longévité, plus tu pourras être installé et respecté aussi. Ouais, c'est ça, parce que si je viens, je dis à un artiste, viens, je fais ta DA. Il va me dire, ouais, mais toi, t'es fou, toi, t'as fait que 3 projets, tu me dis, tu veux faire ma DA. Après, à part si vraiment la personne a kiffé ma musique. Tu vois pas, mais il y a des jeunes artistes qui arrivent où je fais pas leur DA, mais on se conseille, tu sais, on se conseille. Des gens qui font de la mélo et tout, parce que moi-même, quand j'ai commencé, par exemple, un proto, celui qui m'a un peu aiguillé sur ça. Tu sais, demain, si je peux conseiller, par exemple, un Riflo, un Osco, des gens qui sont vraiment dans mon délire ou quoi, ben pourquoi pas. Mais en gros, donc c'est plus du conseil et de l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Et enfin du mentorship. Ouais, c'est ça. Que vraiment, genre, des signatures de label très très poussées avec des suivis quotidiens et tout. Oui, même quand je te dis DA, on oublie parce que les gens ils pensent qu'il n'y a que la musique, il y a le visu. Oui, bien sûr. Il y a même aussi l'artiste, il faut qu'il se sente lui-même. Mais justement, il faut que l'artiste se sente lui-même. Ça, c'est des trucs où moi j'ai appris ça par exemple, d'Aniska. J'ai vu plein d'artistes, j'ai vu plein de rappeurs et ils m'ont toujours dit, ouais, sens-toi toi-même. Bien sûr. Des trucs comme ça, ouais. Justement, en parlant de visuel, quand on est rappeur, on est aussi... on a aussi une image à maintenir, on a aussi la mode. Ouais. Et ça, c'est un truc nouveau pour moi, même si je suis en congolais, apologie et tout. Mais j'ai trop grandi dans le quartier, ça. T'as pas trop ce côté sable? Non. Quand on m'a trop vanné bon, après tu connais, j'ai toujours ce côté streetwear, mais pas vraiment ça. C'est-à-dire c'est un nouveau truc pour moi, la mode. C'est un nouveau truc pour toi, mais quand même, t'es dans des marques qui sont assez cotées quand même. On t'a vu en couverture d'Air Afrique, tout en Bottega.
rendant hommage aussi à tes origines congolaises. De ouf. On t'a vu au défilé Jacques Mu, où il y avait pas mal de rappeurs, on va en parler aussi. On t'a vu en vidéo virale en plus. Il n'y a pas de jus, il n'y a pas de jus. Donc c'est intéressant pour toi de... comment tu... Déjà, même si on est banlieusards tous les deux, on est banlieusards de Paris, donc on a un regard sur Paris aussi qui est la ville de la mode. Et même si nous, on a l'impression de ne pas être inclus dans un monde qui est quand même assez exclusif, on reste quand même parisien aussi quelque part. Bah si, de ouf. Et j'aimerais savoir quel est ton rapport à la mode en fait. Mon rapport à la mode, il est très récent. Tu sais, moi, je suis un mec qui fait la... J'avais ce secret-là, on va dire. Par exemple, moi, mon influence dans la mode, on va dire, c'était vraiment A$AP Rocky. C'est même leur équipe, comment ils sont arrivés. Ton icône style, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment en mode... Lui, c'est vraiment ma ref, sûr. Parce que là, le poteau, il vient d'Harlem, il vient de la street et tout, mais il a assumé ce côté de mettre des G-Slim avec des Vans et tout. Par exemple, moi, je pouvais pas faire ça dans mon quartier. C'est pas que je pouvais pas. En vrai, je pouvais le faire. Mais j'étais en mode... vas-y, je vais m'habiller comme mes gars, je vais mettre mes requins, je vais mettre mon survêt. Bien sûr. Mais il y a un côté plus flamboyant aussi dans... A$AP Rocky vient d'Harlem. Et il y a un côté plus flamboyant que la Courneuve, tu vois. Ouais, bien sûr. Harlem, il y avait déjà les Jeep 7 aussi, il mettait déjà des motos en fourrure et tout. En plus, moi, mon grand frère, c'était le plus grand. C'est un genre de BG, lui, il n'était pas dans la sapologie, mais lui qui fait Nas et tout, il faisait ses tapers, tout. C'est-à-dire, c'est lui aussi qui m'a éduqué ce style-là. Mais juste, en fait, je le gardais, je voulais pas là. C'est pas comme si c'est un truc, je voulais l'assumer. Et après, à force de, comme tu as dit, d'aller à Paname, faire des rencontres, j'ai fait des rencontres avec Air Afrique et tout, ça te lâche. Petit à petit, tu te lâches. En plus, tu commences à savoir que tu as le profil pour être appelé là-bas, et tu fais tes trucs tout en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu peux faire tes trucs tout en gardant tes codes. Bien sûr. T'expliques, c'est du dialogue. C'est du dialogue. Tu dis, moi, je suis plus streetwear, je suis plus dans ce truc-là, tu échanges. Et en vrai de vrai, c'est pas un truc qui m'a fait peur, en fait. Non, j'ai l'impression que les collaborations, elles se sont passées de façon très organique. Ouais, bien sûr. Et que, en fait, ils ont fait que, par exemple, la collaboration avec Air Afrique et Bottega Veneta, c'est vraiment faire que ressortir des choses qui sont déjà en toi. Ouais, de ouf. Et pas parfois, je pense que ce qui est un peu difficile dans la mode, c'est que on retrouve des rappeurs dont on a un peu le sentiment qu'ils se déguisent. Ouais, c'est ça. Ou même, tu sais, il y a un peu de peur en vrai de vrai. Parce que tu dis, peut-être il va niquer mon image ou quoi. Comme je t'ai dit, c'est juste du dialogue. Moi, quand Air Afrique, ils ont contacté mon équipe, je dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Ils veulent que je représente le Congo et tout. Vas-y, laisse leur carte blanche. S'ils ont la vision et tout, laisse leur carte blanche. On y va. Au fond, ça va apporter quelque chose. En fait, faut pas... C'est pas en mode... on va dire, tu as tout. Il y en a, ils veulent vraiment pas faire, ça leur parle pas. Mais il faut pas avoir cette crainte-là de dire, ça va t'ouvrir, tu vas faire des trucs. Non, frère, tu viens, tu respectes tes codes, tu dis, je vais faire comme ci, comme ça. Mais tu peux rester toi-même tout en expérimentant. Et il y a des gens aussi, quand ils t'appellent, ils te contactent, c'est qu'ils te captent. Bien sûr. Ils captent ce que tu fais. Ils regardent tes clips et tout. C'est pas en mode, crois pas. On peut penser que non, ils regardent rien, c'est juste qu'ils t'appellent parce que tu as fait, je sais pas combien de ventes et tout. Non, ils captent. Moi, à chaque fois, quand j'ai reçu mes tenues dans mes défilés, que ce soit Off-White, Jack Mus et tout, capté le profil direct. Donc, parce que oui, je sais que j'ai vu sur Twitter aussi qu'il y avait pas mal de polémiques sur même un sketch et tout un truc sur le fait que Jack Mus a invité pas mal de rappeurs et que du coup, les gens trouvaient que c'était une forme d'instrumentalisation du rap par rapport à la mode, en fait. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'être instrumentalisé ou est-ce que tu as le sentiment que c'est un échange? Moi, comme je te dis, pour moi, c'est un échange. Moi, quand je viens, c'est un échange. Et en plus, quand je viens, ça me fait des rencontres. Ça me fait des rencontres je vois des designers, je vois des gens qui ont des tableaux. Je peux aller à un défilé. C'est un coup, le mec que je vais rencontrer, il peut faire la cover de mon album. Bien sûr. Je peux aller loin avec lui. Il y a plein de trucs, en fait, à prendre en compte que c'est pas que... Moi, en tout cas, quand j'y vais, c'est pas que le défilé. Non, bien sûr. C'est pas que je vois les tenues et tout. Ouais, certes. Au début, quand je suis arrivé, la première fois que j'ai fait un défilé, je te dis la vérité. Là, je suis descendu, les photographes sont venus, je suis remonté dans le Uber. J'étais en mode, je comprends rien, c'est quoi ça? C'est quoi le délire et tout? Et en fait, tu viens, c'est comme la musique quand tu commences. Tu viens, tu observes, tu dis, je peux rapporter ça. Et même, ça peut te donner des idées pour des clips. C'est ça. Ça peut te donner des idées pour des clips. Tu as des rêves et tout. Aujourd'hui, j'ai capté le clip de Jay-Z et Pharrell. Quand il y a un défilé. Ouais, c'est ça. C'est aujourd'hui que je l'ai capté en allant à des défilés.
Oui, bien sûr. En fait, il y a un côté dans la mode dont je pense les gens qui ils sont pas forcément ont un regard ont un regard différent dessus, mais la mode, c'est assez transversal. Parce qu'en fait, quand tu fais un défilé, tu dois penser à la musique, tu dois penser aux gens que tu vas inviter, qui viennent d'endroits différents. C'est ça. Tu dois penser à énormément de choses. Et finalement, toi, quand tu arrives là-bas, tu ressens tout ça en fait. Tu ressens qu'il y a un brassage de culture, qu'il y a un brassage de classe sociale aussi, qu'il y a un brassage de disciplines différentes où tu dis que tu rencontres des peintres, des designers, des gens que toi, forcément, être en studio, être en live, t'as pas l'habitude de rencontrer. Donc, je rencontrerai Kabadou avec JB. Incroyable. C'est vrai, le destin. C'est des trucs de ouf. Grand artiste. Ouais, c'est ça, de ouf. Et je voulais aussi te poser des questions vis-à-vis du streetwear. Ouais. Ça, c'est incarné en moi. C'est ma sapologie en moi. Ça se voit, t'as tous les codes, t'es au top. Mais oui, je trouve que je pense que les Anglais sont assez forts dans le streetwear. Je pense notamment à Cortez. Et toi, est-ce que tu te sens un peu de te lancer à un moment donné dans une création de marque, de suivre un chemin similaire? Je suis plus dans des collabs pour l'instant. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est des trucs, t'apprends. Là, c'est un truc, ça fait 1 an et demi, 2 ans, j'apprends. Je suis là, j'apprends, je fais des collabs. Tu sais, je commence à me plugger là-bas. Tu sais, il y a plein de jeunes. En plus, je sais qu'à Paname, il y a plein de jeunes. Comme je t'ai dit, il y a Air Afrique, il y a Air Afrique, il y a Martin Moujou, il y en a plein, il y a Barto. Tu sais, il y a mon gars Manero aussi qui est styliste aussi, qui découvre et tout. C'est dire en vrai de vrai, on est tous là, je suis en train d'apprendre en fait. Je suis en train de voir comment ça se passe et tout. Puis je vais faire des collabs. Plus je vais avoir une vision sur ça. Plus je vais rencontrer des gens, plus je vais avoir une vision. C'est pas du jour au lendemain. Je sais que j'ai une puissance en mode, tu sais, je peux faire des t-shirts, ça, mais je n'ai pas envie de regretter en fait 5 ans plus tard. Non, mais ta plus grande force, c'est ta patience. Ouais, c'est ça, Mais en vrai de vrai, c'est ça. En fait, comme je t'ai dit, quand j'espionne, et après j'ai tout, quand je mets en place, c'est fini. Bien sûr. C'est en mode, tu sais, moi, je sais pas, je suis sûr de moi, je suis en mode, mais vas-y, j'ai capté des trucs. T'étudies, et je pense que c'est aussi un truc qui manque peut-être dans notre génération aussi, c'est de prendre son temps. Je pense qu'avec les réseaux sociaux... aujourd'hui, ça va trop vite, tu sais, même ça regarde plus la télé, c'est plein de trucs en vrai de vrai. C'est en mode la patience, il faut être patient, t'es là, t'attends, tu regardes, t'observes, et tu comprends mieux. Tu sais, tu comprends mieux les trucs. C'est important, je pense aussi, et je pense que ça se ressent dans ton projet. Je pense que pour terminer sur la mode, on a parlé d'A$AP Rocky, mais j'aurais aimé... On parle beaucoup de mode, mais on parle assez peu de style, finalement. De genre, un style, c'est quelque chose de très personnel. Bien sûr. Et je me demandais quels étaient toi tes icônes style en fait? Tu parlais d'A$AP Rocky, ça peut être des gens de ta famille comme ton frère, ça peut être n'importe quoi, genre un personnage de film. Après, il y avait l'aura de Denzel, Denzel, tu sais, même, vas-y, moi je suis timide dans les clips et tout, mais j'aurais kiffé avoir son aura, tu sais, faire un clip où tu sais comment il sort son... Dans Training Day, tu sais, t'as capté ou pas? Même comment il allume sa clope et tout, tu sais, c'est des trucs que t'as envie de faire. Mais tu dis, ah ouais, non, c'est compliqué. Tu sais, c'est plein de trucs comme ça où ouais, je suis fan de ça. Après... Tu sais, c'est rare, je suis fan de quelqu'un ou quoi. Après, il y a... Pas vraiment fan, mais plus comme là, tu l'as décrit avec Denzel, la veste en cuir dans Training Day. C'est genre, c'est des détails de style que toi t'aimes ou que tu vois chez d'autres personnes, même des stars ou pas des stars. Ben vas-y, tu sais, dans l'aura récente que j'ai vue, que moi j'ai vu de mes yeux, tu sais, je vais te dire un nom, c'est Kodak Black. À chaque fois, je dis ça. C'était mon premier défilé. C'est là où j'étais remonté dans l'Uber et tout. Le mec, c'est là où j'ai vu que c'était une star en fait. Il a beau faire n'importe quoi et tout. On était tous assis. Lui, je crois, il a vraiment regardé Denzel par contre. C'était le défilé avec son enfant? Non, même pas. Son enfant même pas. Il était avec une vieille carrément. Je sais pas c'était qui. Mais tu sais, il était avec une daronne et tout. Il marchait. Et en fait, le défilé avait commencé, mais il est venu en retard. Et en fait, bouteille à la main et tout. Il se pose. Oui, il se pose. En fait, la façon comment il est arrivé, il y avait plein de stars autour. Il y avait vraiment des mannequins et tout. Mais lui, c'était vraiment en mode. C'est la mode, c'est moi en vrai de vrai. C'est moi là carrément. Je crois que c'est moi le designer de rue. En fait, j'ai vraiment vu son aura et je dis, ah ouais, respect et tout, c'est des trucs que moi je kiffe. En fait, toi, c'est plus l'énergie des gens en fait. Plutôt que des détails de mode qui sont assez insignifiants. Je veux pas être sur les détails de il a mis ses chaussures comme ça, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs où vraiment, je veux même pas être j'ai pas de détails sur moi. Et même en tant que moi-même, moi, c'est le truc où, je sais pas, je porte pas beaucoup de bijoux et tout, parce que en fait, je dégage ce truc naturellement.
Je ne sais pas pour faire le mytho ou quoi. Hein. Non, mais ça se voit. C'est ce qu'on me dit, tu vois. J'ai l'impression que du coup, tu as des marques comme Nike ouais. qui sûrement t'as commencé à porter très jeune, ouais. tu vois, genre tout petit et tout, et qui te suivent un peu dans ton évolution en tant qu'artiste. Ouais, de ouf. Moi, j'ai pas mal travaillé avec Abdoulaye Touré, justement, de Nike. Ouais. Et voilà, big up à lui, Mali Puissancy. Mais je me disais aussi, quelle stratégie tu avais mis en place? Est-ce que tu avais mis une stratégie en place avec ces marques-là ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive de façon organique et naturelle? Si tu remarques bien, j'avais pour but de bosser avec eux. Tu vois, on a tout ça à rêve. Tu sais, j'ai mis des choses, tu sais, j'ai commencé par les Geox et tout. C'est-à-dire le budget pour commencer avec Nike, tu sais ce que ça fait au cœur. Ouais, on va avoir des crampons Nike et tout. Ça veut dire en vrai, vrai, beaucoup. Cette fidélité, elle est restée en moi avant la musique. Bien sûr. Tu vois, et quand j'avais la musique, tu sais, je me suis toujours dit, tu sais, je disais à mon équipe, il faut que je bosse avec Nike. Je ne sais pas comment, mais il faut que je bosse avec Nike. Il faut que je prenne le temps de bosser avec Nike. Comme je t'ai dit, ma force, c'est la patience. Et comme par hasard, tu sais, le destin il a fait que la veille, je devais signer quelque part d'autre. Et en fait, on m'appelle, on me dit, ouais, Nike, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Et petit à petit, j'ai vu que c'était de la démarche. Et frère Dieu a fait le destin que aujourd'hui je bosse avec eux. Ça me fait plaisir et tout. Et j'essaie de ramener ma pierre à l'édifice. Pas parce que je me dis je bosse avec eux que vas-y, je vais attendre faire que des shootings et tout. Il faut que je ramène des idées, des concepts. Et c'est là ils vont voir ma créativité. Ouais, c'est important aussi. c'est ça. C'est pas faut pas que je me dise en mode ouais, vas-y, j'ai fait tout ça pour juste avoir des chaussures, des trucs ou quoi. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne se rendent pas forcément compte de ce que ça implique d'être ambassadeur pour une marque. Ouais. Et je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est pas juste recevoir. Ouais, c'est ça. C'est aussi un échange et c'est aussi l'occasion de montrer ta créativité à la marque et de pouvoir établir quelque chose justement qui se développe sur le long terme. Sur ton processus studio, comment toi tu crées un morceau? Est-ce que tu as genre une méthode ou est-ce que tu abordes chaque morceau avec une approche différente? J'ai une inspiration, on va dire, j'ai des influences, tu sais, j'ai des références. À chaque fois, j'écoute du son. Comme je t'ai dit, j'écoute beaucoup de sons. Et après, je me mets dans une situation, c'est en mode, je visualise comment j'ai envie de faire le son. Tu sais, j'ai des idées et tout, je les partage. Et après, c'est au feeling. Après, les beatmakers, ils sont là, ils jouent des notes et tout. Mais je sais ce que je veux, on va dire. Je sais quand je veux une guitare, je sais quand je veux un piano, je sais quel mood j'ai envie de faire ressentir. Ça veut dire c'est comme ça ma façon de penser, ma façon même de faire du son. Je pense comme ça. C'est vraiment, après, c'est du feeling. C'est-à-dire que tu pars toujours... Il y a pas mal d'artistes qui partent de leurs paroles. Ouais. Toi, tu pars non, moi, je pars de la prod. En particulier de la prod et de la musique. Ouais, direct. En fait. Direct. C'est pas en mode, je vais écrire directement, il y a une prod qui est prête et tout. Il y a des gens, ils sont vraiment ça. Ouais, ils sont vraiment dans ça. Moi, je suis pas comme moi, je suis obligé de faire la... Je travaille beaucoup sur place. Je travaille beaucoup sur place. Et quand je travaille sur place, je peux même faire une top line de 4 mesures. Mais ça va être le refrain de la fin, ou une outro. Ça va me visualiser et après, je vais commencer, Donc, tu arrives vraiment avec une vibe, avec de la recherche, donc des influences derrière et vraiment une approche musicale avant tout. Bien sûr, c'est ça. Et après, c'est là que tu viens et que tu abordes un thème, tu rajoutes des paroles, tu te mets dans une atmosphère particulière, tu abordes certaines questions, etc. Et pas le contraire. Parce que je sais qu'il y a des rappeurs qui, eux, arrivent avec leurs textes. Ça, c'était à mes débuts. Mais après, non, même pas. Aujourd'hui, je fais moins de top line qu'avant. Pour avoir des nouvelles inspi et tout. Mais je travaille toujours sur place. Je fais du sur place. Je travaille. J'aime bien l'esprit groupe. Les beatmakers se sentent concernés. C'est pas, je dis juste fais ci, fais ça et fin, tu vois, comme ça, après, je ressors et bim, bam. Non, je veux vraiment que tu sois impliqué comme moi, je suis impliqué. Et c'est comme ça, on voit, c'est homogène, on ressent l'énergie. Ça veut dire que tu n'es pas très pudique, puisque je sais qu'il y a des artistes qui, eux, écrivent à part. Non, même pas. Et donc, il y a moins de pudeur. C'est vraiment un processus que tu partages, qui est partagé entre les acteurs dans le studio, en fait. Et en plus, je ne les laisse pas de frein. Je leur laisse pas il n'y a pas de limite. Je leur explique vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je suis en mode, vas-y, toi, ton profil, après j'étudie beaucoup les profils. Toi, ton profil, c'est ça. Par exemple, Tariq, vas-y, ton piano, je le vais comme ça. Ika, tes bas, je les vais comme ça. Les trucs, je les vais comme ça. Et après, chacun a son énergie. Non, mais après, chacun partage ses idées. Et après, ça se passe comme ça. C'est vraiment homogène. C'est vraiment esprit d'équipe. J'ai vraiment l'état d'esprit en mode équipe. Si je pense à mes calculs de non, je fais mes trucs et je pose et après, je prends mes points et tout ça, moi, après, les sons ne vont pas bien ressortir. Ouais, bien sûr. Ma façon de travailler, elle n'est pas comme ça.
Bien sûr. Donc là, tu as pris un peu les meilleurs de chaque discipline. Tu as pris Liélé Icaz pour la trappe. Et tu as pris Tariq Azouz pour le côté plus arrangement, un peu genre épique. Plus musique, on va dire. Plus musique et cinématographique aussi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, même comme on a fait l'équipe, elle n'avait rien à voir. Tu sais, Tariq et Liélé, ils se connaissent. Oui, bien sûr, ils ont déjà travaillé ensemble. Mais Tariq et Icaz et Liélé Icaz, ils se connaissent même pas. Tu sais, de base, le P, je devais le faire qu'avec Icaz. Mais j'ai ressenti que fallait que je le fasse en équipe. Tu sais, fallait qu'il y a plusieurs têtes avec moi. Tu sais, sinon, je voulais pas que ça soit trop une couleur Icaz. Et Chakola, je voulais vraiment, il y a une touche de Liélé, il y a vraiment une touche de Tariq et vraiment assembler tout ça et que ça sorte vraiment bien, tu vois. Et c'est pour ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est ressorti grand, c'est à cause de tout ça. Tu sais, chacun avait ses idées et tout, et chacun a pris de chacun, en fait. On sent les couleurs de chacun. Ouais, c'est ça, au bon moment. Je trouve on sent le côté Atlanta sudiste de Liélé, ouais, c'est ça, on sent le côté plus cinéma, sombre. De Tariq, de Icaz. De Icaz. Ouais, dans les voix, dans l'intro. Quand il y a les voix. Dans l'intro, dans le fait que genre les basses, elles sont genre très infra-basses, ça c'est très Icaz, tu vois. Et après, Tariq, c'est plus le côté genre, ok, on va en faire une chanson. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, si je viens dans un truc où c'est trop trap, ça va pas me ressembler. Tu sais, ça va pas me ressembler. C'est pour ça, Tariq, là, il sert à quelque chose de ouf. Il sert à contrebalancer. Voilà, c'est ça. Là où Liélé et Icaz, ils vont pas te dire de pas faire trop trap. Parce que je sais quel public m'écoute. Oui, bien sûr. Et je sais que, vu qu'il est très musique, il est très musique et tout, ils s'en foutent des basses. Il y en a, ils savent pas, trap, trucs. C'est juste là, des fois, il y en a, ils veulent du piano, ils veulent, comme tu as dit, les trompettes et tout. Bien sûr. Ils aiment beaucoup quand Tchako, il utilise ça. La musicalité, quand c'est vide, ils aiment pas. Bah, en fait, il y a un côté. Moi-même, j'aime pas. Ouais. Il y a un côté chez toi qui est à la fois, genre. À la fois analogue et digital. C'est-à-dire que tu utilises des instruments qui sont réels. Là où il y a pas mal de gens qui vont juste se dire « Ah, je vais utiliser des presets de VST et c'est tout. » Alors que toi, toujours, tu rajoutes, je trouve ton côté congolais. Tu vois, le côté, on aime la vraie musique, donc on va rajouter un vrai instrument quelque part. Et après, c'est à toi de le trouver. C'est pas dans toutes les prods, évidemment, mais après, c'est à l'auditeur de faire un peu ce chassé-croisé et d'aller chercher ce qui est digital et ce qui est analogue aussi. Bien sûr, parce qu'en vrai de vrai, quand tu sais, moi, en tout cas, vu que je suis mainstream, on va dire, ça me voit en mode, je suis mainstream, tu sais, j'assume et tout. N'ayons pas peur des mots. En gros, vu que je suis mainstream, c'est comme si en mode, tu sais, je peux pas avoir je peux pas mettre ça, c'est comme si c'est formaté, tu sais, il y a une recette pour être mainstream, tu sais, il faut mettre que le piano et fin. Non, frère, il a le droit de mettre ça, il a le droit de mettre ça. Moi, mon mainstream à moi, c'est comme ça. Bien sûr. C'est comme ça. Si le son, il doit être au top comme ça, c'est parce que vas-y, j'ai envie de mettre ça. T'as pas envie de t'enfermer dans une formule. Ouais, non, j'ai pas envie de mettre qu'une guitare. Je viens avec dinguerie, je fais une guitare espagnole, comme on entend beaucoup. Non, mais en gros, après, c'est la recette de chacun, tu vois. Mais en gros, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je vais pas être bien. Je vais pas être fier de moi. Tu sais, de faire ça tout le temps. Je peux le faire, mais je peux faire aussi d'autres trucs avec. Non, mais t'es quelqu'un qui aime le chant, qui aime évoluer avec ta musique et ne pas te reposer, mais aussi, comme tu l'as dit, tu respectes tu respectes tes auditeurs. Ouais, bien sûr. Et en leur proposant à chaque fois des choses nouvelles, parce que quelque part, les enfermer dans un truc constant et tout, c'est pas respecter le fait qu'eux aussi grandissent, qu'eux aussi sont exposés à d'autres choses, et que voilà, donc c'est appréciable aussi. Merci pour ça. Non, comme ça dit en ce moment, c'est pour la culture. C'est ça. T'as été en tournée pendant 2 ans. Ouais. C'est beaucoup. C'était une dinguerie. Ouais. Moi, je tourne aussi. Notre seule façon de faire vraiment de l'argent, c'est de tourner, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ça implique une organisation de ta vie qui est très différente. Ouais, bien sûr. Et j'aurais aimé savoir quels sont les dilemmes que tu as rencontrés un peu dans le live. Qu'est-ce que tu as appris, en fait? J'ai appris que dans le live, pour faire bien vieillir ton album, même présenter ton album, c'est avec du live déjà. Tu sais, parce qu'en vrai de vrai, j'ai fait beaucoup de showcases. Tu sais, tu peux croire qu'en gros, c'est les showcases. Tu sais, les showcases, c'est bien. Bien sûr. Tu as les gros sons qui tournent et tout. Mais même pour présenter ton album et pour durer dans tes projets et tout, dans la durée, comme je te dis encore, on revient sur la patience et tout. Mais en vrai, pour présenter tes projets, c'est mortel, les lives, les festivals, tes concerts et tout. Tu sais, tu proposes. Tu sais, parce que même moi, quand je travaille mes projets, c'est pour que ça dure longtemps. Et quand ça dure longtemps, je sais faut qu'il y ait des festivals à côté, il faut qu'il y ait des concerts. C'est-à-dire,
c'est dans mes présentations comme ça, je veux que le truc il vieillisse bien. Déjà, il y a ça que j'ai appris, c'est d'être aussi... Il y a quoi encore? C'est très physique aussi. Toi, qu'est-ce que physiquement, tu as dû faire des ajustements? Comment ça se passe? Tu sais, moi, déjà, je suis quelqu'un de timide, c'est-à-dire mes premiers festivals, laisse tomber. C'est pas en mode, il y avait des trucs à travailler, tu vois, d'avoir ce contact avec le public, tu sais, parler, dire est-ce que vous êtes chaud, tu sais, faire des sons calmes. Parce que moi, je me suis dit quoi, quand tu fais des festivals, il faut que ça crée tout le temps. Oui, bien sûr. Puis, mais en fait, non, il faut qu'il y ait des sons, des fois c'est calme, il faut que tu apaises, il faut que ça repart, il faut que tu aies du dialogue, il faut remercier, il faut dire au revoir. Tu sais, moi, j'ai fait les MJC, tout ça, tu sais, tu viens, tu sautes et tout. C'est pas en mode sauvage et tout, mais c'est ton kiff, tu sais, on kiffe quand c'est comme ça. Ouais, bien sûr. On kiffe et après, on part, tu vois. Là, c'est en mode, après, j'ai toujours dit merci ou quoi, mais bien là, sûr. c'est en mode, vas-y, faut que, vas-y, je sois carré. Les gens, ils partagent un moment avec toi, ils ont pris leur argent durement gagné pour venir acheter un billet. Voilà, c'est ça. C'est ça, et en fait, au début, c'est tout ça, où j'étais timide. Et après, à force de faire, c'est le truc, c'est la scène, c'est le truc où je me lâche le plus par rapport à des interviews, par rapport à... C'est après le studio, la scène laisse tomber. J'espère que tu subis pas trop cette... Non, là, c'est carré, tu sais, franchement, vas-y. Tu sais, ça va peser et tout, même, je prends l'habitude à force de faire des interviews, tu sais, je me lâche, je m'exprime mieux, tu sais, je dis plus de trucs et tout. Mais en vrai de vrai, le live, ça m'a appris à grandir aussi. Tu sais, ça m'a appris à grandir, de kiffer. Tu sais, à chaque fois, j'ai fait des concerts, frère, j'étais torse nu, frère, parce que je kiffais le moment. J'étais en mode, peut-être c'est la dernière fois qu'on me voit, peut-être il y a des gens, je ne vais même plus les revoir. Tu sais, quand je vais au Canada et tout, tu sais, c'est même en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout. Je me dis, vas-y, peut-être ils vont me voir qu'une fois. T'as fait une date sold out à Londres aussi, c'est un gros, c'est félicitations. Ouais, de ouf, tu sais, je parlais même pas anglais, il faut que j'apprenne l'anglais. Mais ouais, c'est tout ça en prenant en compte. Il y a une grosse communauté congolaise aussi en Angleterre. Ouais, les Nigériens, les Congolais, les Jamaïcains. Est-ce que ton public, tu t'es rendu compte que ton public, il était varié là-bas? Ouais, de ouf. Tu sais, de ouf. J'ai vu plein de gens, j'ai vu des petits, des darons, des darons. Des gens qui parlent pas français? Qui viennent à des concerts? Ouais, il y avait des gens qui parlaient pas français, comme il y avait des gens qui parlaient aussi anglais, c'est comme chez eux. C'est-à-dire, en vrai de vrai, j'étais en mode... J'étais surpris sans être surpris. Tu sais, parce que moi, je me suis dit quoi? Bon, ma musique, elle n'a pas de frontières, comme je t'ai dit, une mélodie, des fois, ça peut aller jusqu'à là-bas, ça va pas me choquer. En fait, au début, je vais dire, ah ouais, ils connaissent. En fait, après, ça va pas me choquer. Après, on a vu ça avec Dja. Hein. Ouais, c'est ça. Dire, on a vu l'étendue de ce qu'un hit en français peut des fois, ça peut choquer les gens. Moi, ça me choque pas. Tu sais, t'as même pas besoin de comprendre des fois. Parce que je pense que tu viens de la génération... Comme j'ai dit, Dja, ça a été un shift. Ça a été un changement, je pense, dans la mentalité des gens. Et je pense que aujourd'hui, ta génération, vu qu'il y a eu ça avant, ils se disent que c'est possible, en fait, de complètement rester soi-même, de chanter en français. Ouais, bien sûr. Et de se retrouver, je sais pas, numéro 1 moi, pendant 2 ans. C'est depuis mon enfance, moi. Quand si, par exemple, je chante un Econ Lonely tout de suite, là, où Justin Timberlake Mirror, là. Je connais même pas les paroles, je comprends rien, je ressens juste le son. Tu sais, je ressens le son, je suis en mode, il n'y a pas de frontières. Tu sais, si eux, il n'y a pas de frontières, ben, le français, il n'y a pas de frontières. Tu sais, les mélodies, elles peuvent aller, ça va loin. Hein. Ton succès, il est réel et ça attire aussi des sentiments qui sont aussi négatifs. Ouais, c'est ça, mais moi, je ne me rendais pas compte, tu sais, je voyais tout en mode positif. Tu sais, c'est pas en mode de depuis longtemps, il fallait être formaté ou quoi. C'est là, vas-y, là, j'étais tout seul, c'était une réussite solo. C'est-à-dire, j'étais en mode... Ah, vas-y, c'est rien. C'est juste que qu'est-ce qu'il y a de plus beau aussi et de positif que de réussir à transcender ton environnement, à vivre de ce que t'aimes. Bien sûr. Forcément que t'as un regard comme ça. En plus, tu sais, vas-y, je suis en mode... D'où je viens, frère, je suis en mode, vas-y, je peux que sourire, frère. C'est-à-dire, même des fois, il y en a, ils disent, ouais, je peux sourire de ça. Bien sûr, je souris, frère. Tu veux, je boude pourquoi? T'as capté? Je souris parce que, frère, je sais, je viens d'où? T'as capté? Après, à des moments où je suis sérieux, j'ai pas envie de te montrer quand je suis sérieux. Je suis toujours comme ça. Même quand je suis énervé, des fois, je souris. Oui, mais tu le dis dans X d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je souris quand je suis triste. Parce que, vas-y, je suis comme ça. Mais est-ce que tu penses que tu penses que X, c'est une façon de montrer... Même si tu dis, je souris quand je suis énervé, je souris quand je suis triste, j'ai l'impression que tu le dis, mais quand tu le rappes, tu souris pas. Donc, il y a quelque chose quand tu sens que quand tu es en train de le rapper, tu souris pas. Non, peut-être. Mais vas-y, peut-être. Après, c'est ton côté... En fait, j'ai l'impression que tu te réconcilies peut-être avec le côté de toi qui a pas... Enfin, tu te réconcilies peut-être avec le côté de toi qui a pas nécessairement envie de sourire tout le temps. Ouais, bien sûr. Après, c'est pas en mode... C'est pas une image en mode, j'ai envie de montrer en mode... regardez, je suis énervé parce que j'ai eu ça. Vas-y, je reviens énervé. Je suis là, je suis avec un ouin, je roule un ouin, j'ai tout. Tu vas dire, il est matrixé. Non, je suis moi-même. C'est juste, en vrai, là, je fais cette musique-là parce que j'avais ce ressenti-là. Mais ça me dérange pas de sourire quand je fais cette musique.
sais, je vais pas me donner une image en mode. T'es devenu thug, ouais, c'est ça. T'as capté ou pas? Là, je suis thug comme ça parce que je suis riche. Oui, bien sûr. C'est ma manière d'être thug, c'est comme ça. Ta manière d'être thug, c'est ta musique, voilà, c'est pas ça. Essayer de te positionner d'une façon qui te ressemble pas. Tu vois, voilà, c'est ça. Et voilà, je suis pas un... Vas-y, on a tendance à voir que... Tu sais, j'essaie de rentrer dans le délire. Ouais, faut pas trop chourer de ça, je suis comme ça, frère. Si tu vas m'énerver, frère. Je vais être méchant, on va être méchant. T'as capté? Mais si je souris, c'est comme ça. T'as pas envie que tes épreuves, elles transforment la personne que t'es? Non, moi je suis comme ça, j'ai pris ça de mon père. Tu sais, mon père, il est comme ça, de ouf, il est tranquille. Ça. Même quand j'ai eu les épreuves et tout, tu sais, tout le monde criait, j'étais en mode tranquille. Et les gens me disent, je crois que t'es tranquille. Dieu fait les choses, il n'y a rien. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas mort d'homme, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Ben merci. Non, de rien. Merci beaucoup. On est bon.